ground control to Major Tom. Salut les terriens! Salut les terriens! Tout de suite, on regarde les meilleurs moments de Salut les terriens, saison 11. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ah, j'adore cette musique. Elle te va bien. Vous pouvez me refaire le petit mouvement de Claude François, là? Hein, c'est pas mal. M. Pokora, qui sera bientôt notre invité, d'ailleurs. Alors, vas-y. Voilà. Un plateau magnifique ce soir. Il est l'un des animateurs préférés des Français. Il adore les chiens. Il fait le bonheur de France Télévisions. Ce n'est pas Michel Drucker, mais Stéphane Bern, mesdames et messieurs. Bah oui. Alors, Stéphane Bern, évidemment, c'est l'histoire. Hein, et à chaque fois, on vous vend comme le spécialiste des têtes couronnées. C'est vrai, Stéphane, bah, c'est celui qui connaît la taille précise des oreilles du prince Charles, le nombre de cheveux qui restent sur la tête du prince William et le nombre d'orgasmes qu'a eu la reine d'Angleterre au cours de sa vie. Bon, c'est facile, Elisabeth II, c'est dans son nom. Vous êtes là ce soir pour votre livre Secret d'Histoire numéro 7, le 7e. Voilà. Ouais. Même chez Chanel, ils sont arrêtés au 5. Et c'est beaucoup. Mais moi, j'adore regarder particulièrement l'émission Secret d'Histoire sur France 2 parce que Stéphane Bern, c'est quand même l'un des rares animateurs à avoir la capacité de pouvoir parler et de marcher en même temps. Comme Bernard de la Villardière. Bon, sauf que vous, derrière vous, il n'y a pas un camp de gitans ou une favela. Hein, non. C'est vrai, il y a de la dorure, il y a du velours, il y a de la moulure. Il y a du stuc. Oui, bah ouais, et puis Stéphane, quand il nous parle des putes, les meufs, elles ont connu Louis XIV. Quoi. C'est un autre... Et ça fait longtemps qu'elles sont plus en activité. Alors, en fouillant un petit peu, j'ai découvert que l'histoire, c'est en vous depuis tout petit. Votre premier boulot d'été, c'était homme pipi au château de Versailles. C'est mignon. Il était naïf à l'époque, on lui a vendu la salle du trône à la base. Non, et puis vous avez dit le point positif de cette expérience, c'est dans toutes les langues, je sais dire le mot les toilettes. Voilà. Et comment ça se dit, la chasse d'eau enculée en japonais alors? Bon, Stéphane Bern, c'est les têtes couronnées, oui, mais c'est aussi les fêtes mondaines. En juillet dernier, vous étiez à l'anniversaire de Lynn Renault. Bon, en même temps, le temps qu'elle souffle toutes les bougies, on était fin août. Et vous aviez croisé Emmanuel Macron à l'anniversaire de Lynn Renault. En même temps, c'est normal, hein, c'est une amie d'enfance de sa femme. Donc... Oh non, oh, c'est bien. C'est vache. Oh, que c'est bien. Bravo, Tom. Lambert Wilson, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. C'est l'un de nos plus grands comédiens en France. Voilà, vous venez pour votre nouveau film qui s'appelle L'Odyssée. C'est sur la vie du commandant Cousteau. Alors, le commandant Cousteau, on l'oublie, mais c'est quand même le tout premier hipster de l'histoire. Hein, un petit bonnet. Il est pop. Et des lunettes fumées. On apprend plein de trucs qu'on ignorait dans le film. Par exemple, Cousteau avait une double vie. Il trompait sa femme. Donc, en plus des poissons, il aimait les crustacés. Et puisqu'on sait, merci beaucoup les gars. Et puisqu'on sait peu sur lui, c'est que il était aussi un peu dans les services secrets. Je crois qu'il travaillait pour la marine. N'a pas de cul quand même. Notre James Bond en France, il a la gueule du corneau. C'est quand même, c'est pas de chance quoi. Alors vous avez incarné au cinéma que des grandes figures de ce siècle. L'abbé Pierre, vous l'avez dit dans Hiver 54, le commandant Cousteau dans l'Odyssée. En fait, j'ai compris la carrière de Lambert. C'est pas une filmographie qu'il veut, c'est juste le classement du JDD, tu sais. Et je suis impatient de vous voir en Omar Sy. Faux voto. Bonsoir. Bon, Fauve, je vous rassure, pas de jeu de mots sur votre prénom. Vos parents vous ont appelé Fauve à cause de l'amour en héritage. Et c'est vrai que non, mais c'est dramatique, toute cette génération qui a eu des prénoms à cause des séries comme ça. Beverly Hills, c'est tout. Moi, j'ai la sœur d'un pote, elle s'appelle Manimal. C'est chaud quand même. C'est dur. Alors, Fauve, vous êtes devenu une star grâce à Danse avec les stars. Premier partenaire, c'était Jean-Marie Bigard. Voilà. On peut remercier cette émission parce que ça faisait longtemps que Bigard nous avait pas fait marrer comme ça. Et maintenant, vous faites partie du jury. Alors, pour être embauché, je crois, à Danse avec les stars, vous avez menti sur votre CV, c'est ça? C'est pas que j'ai menti, c'est que je n'ai pas dit. La vérité. Oui. Vous avez d'autres points communs avec Rachida Dati ou... Alors, Thierry, on dit souvent que Danser avec les stars, il n'y a que ceux qui sont devenus ringards qui le font. Non, c'est pas vrai. Non, cette année, il y a Julien Lepers. Il n'a jamais été à la mode du tout, Julien Lepers. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser.
Stéphane Bern, il paraît que vous êtes tellement à fond dans les têtes couronnées que lorsque c'est pas vous qui tirez la fève à la galette des rois, vous êtes dégoûté. C'est vrai? Non, je l'avale pour laisser la couronne aux autres. On va pas tout savoir. Et pour terminer, Fauve, vous avez dit « Je carbure à la vie et à la joie de vivre ». Ah oui. Vous avez d'autres phrases de Miss France ou c'est la seule comme ça? Mais oui, mais je suis comme ça. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Joe Star, rebonsoir. Très heureux de vous voir ici ce soir. Déjà, ça veut dire que vous êtes ici ce soir. Ça fait 18 mois que je vous attends. C'était pour la sortie du film Les Gorilles avec Manu Payet. Et vous n'êtes pas venu. Vous aviez une angine. Mais c'est vrai, vous aviez vraiment une angine. Ouais, et moi, à l'époque, je suis désolé, je vous le dis, publiquement, j'y ai pas cru. Je pouvais pas penser que Joe Star, mon idole... C'est pas parce qu'il s'excuse et il se fout de ma gueule derrière. Pas du tout, non. Je ne pouvais pas penser qu'il était chez lui, en train de sucer des pastilles, à regarder France 3, franchement. Résultat, je me suis plaint à l'antenne. Et Joe Star! Joe Star, bonsoir. Alors, vous avez été avec Cool Chain, les Stone et Chardin du rap français pendant 10 ans. Il est pas là. Il est 19h, il est toujours au lit. Oui, mais il est peut-être malade. Oui, c'est une hypothèse. Bah oui, on a le droit d'être malade. Il est peut-être défoncé aussi. Non, on va plus... Non, il y a un âge où on... Non, pas à son âge. Voilà. Donc, Daniel Auteuil vous a défendu. Merci, Daniel. Et vous avez répondu sur Facebook. Thierry Ardisson, c'est confirmé, est une grosse merde. Il aurait fallu que j'aille faire son émission ringarde avec de la fièvre et une angine. Sa seigneurie va aller se faire enculer bien fort avec sa chaise vide. Bon, on est réconciliés, je suis très heureux. Regarde. Je dirais presque Sarkozy, bordel. Alors, ce qui est drôle, Didier, c'est que c'est pas la première fois qu'on se réconcilie. Ouais. C'est la deuxième. Bah, t'es une vraie tête de con, hein, ça. Ouais, on est deux en même temps. Et vu que moi, je me défends pas mal, là, tu me bats à chaque fois, quoi. On regarde. Et puis des fois, Joe Star, vous pétez un peu les plombs. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le ballon. Alors, on va pas faire le listing de tous vos ennuis avec la justice, mais c'est vrai que vous avez eu souvent l'occasion de vous affronter à vos contemporains. D'ailleurs, je vous ai affronté une fois, non? Ouais. Vous m'avez fait peur. C'est vrai? Ah oui, c'était génial. J'arrive devant chez Sony. Et puis, je sais plus ce qu'il y avait eu dans l'entrevue, que c'est le journal que je dirigeais à l'époque. Ah, vous saviez plus ce qu'il y avait, mais moi, je sais ce qu'il y avait, moi. Dis-le. Moi, j'étais avec mon amie Béatrice, et puis des gens nous ont sauté dessus, et puis dans l'entrevue, j'ai vu carrément, on était drogués, un truc super anodin, quoi. Et, carrément, il y avait une page complète, et sur une page complète, il y avait que 2 lignes de vrai, c'est-à-dire qu'on était dans la rue, Béatrice et moi, et c'est tout ce qui était vrai. Le reste, c'était que de la merde. Donc, vous savez qu'entrevue, c'était des interviews, donc c'était l'interview du mec à qui vous aviez ouvert le crâne. Ouais, mais je pense que quand même... c'est pas moi qui l'avais écrit, le papier, c'était le mec à qui vous aviez ouvert le crâne qui disait « Il m'a ouvert le crâne ». Ouais, mais je pense que si vous Il est curieux des choses, il y a des crânes intéressants à voir de l'intérieur. C'est tout à fait ça. Alors, pour raconter l'histoire... Pour revenir au truc, je pense que même si entrevue, c'est un journal de merde, il faut savoir une chose, c'est que quand même, vous faites du pseudo-journalisme. Mais je l'ai vendu il y a 7 ans. Dans pseudo-journalisme, non, mais c'est pas pour... Dans pseudo-journalisme, il y a journalisme. Ce qui veut dire qu'au moins, un minimum, on se rencarde, quoi. Un minimum. Donc le fait que vous ayez écrit ça, et je vous connaissais pas en plus... Enfin, toujours pas non plus. Ben non, alors, je le trouve devant chez Sony. Je vais demander pendant, je sais pas, pendant un quart d'heure, en le suivant dans la rue, s'il connaissait ma ganache. Pour savoir de quoi il parlait, s'il me connaissait, en fait. Voilà. Et c'est ce qui lui a fait peur. Ce jour-là, si je m'étais écouté, j'aurais joué au football avec lui, et je l'ai pas fait.
Je veux dire, parce que je le fais pas non, comme ça. Joey, quoi. non. Il y a un mec. Non, ce qu'il faut dire, la vérité, c'est qu'un mec qui est passé en bagnole, qui a vu que j'allais me faire assassiner sur place, qui m'a recueilli dans sa voiture. Vous avez mis 2 gros coups de pied dans la bagnole. Les portières étaient en creux comme ça. Le mec s'est arrêté 800 mètres plus loin. Je lui ai dit, je suis sorti de la voiture, si vous voulez que je vous rembourse pour la portière. Il m'a dit, non, non, c'est pas grave, l'assurance paiera. Donc, si vous aviez mis dans ma tête les coups de pied que vous avez mis dans la bagnole, je serais mort. Oui, et en plus, il y avait un policier là qui voulait même pas nous. Qui en avait rien à foutre. Il y avait un policier qui en avait rien à foutre, il était ravi de me voir me faire mettre une tasse sur le pied. Alors, voilà, on s'était déjà discuté Le coup une de fois. pelle qu'on a pris tous là, entre lui qui a une casquette en peau de genou aujourd'hui. Bon, alors, c'est terminé. Mais t'es pas ma meuf, laisse-moi tranquille. Je suis pas ta copine. Je suis pas ta copine non plus. Mais... Alors, vous publiez Pensées, répliques et autres tac-tac aux éditions du Cherche Midi. Et dans ce livre, vous écrivez « La promo à la télé me casse les couilles. J'ai vraiment l'impression de vendre des tapis. » C'est vrai. Il y a un effet routine qui s'inscrit un peu. Donc, Bah ouais, comme on non, dit, la c'est- routine tue. C'est normal. Oui. Vous dites dans ce livre, quand je fais de la promo, j'ai l'impression d'être à la préfecture et de remplir des formulaires, quoi. Bah ouais, on me pose toujours plein de questions. Et puis, j'ai cette sensation un peu d'être l'enfant du placard dont on fait à chaque fois, on refait l'état civil, Ouais. le cursus et ainsi de Je suite. vous épargnerai ça. Alors, c'est un livre très graphique, très typographique, bourré de punchlines. Et de fautes d'orthographe. Non. Alors, il y a des phrases incroyables. Je suis un négropolitain, mes 2 parents sont créoles et je suis né en France. Ouais, bah c'est comme ça qu'on appelle les gens comme moi. Je suis né en France, de 2 parents antillais, et puis des pures souches, quoi. Voilà, la définition, c'est négropolitain, quoi. À qui ou à quoi aimeriez-vous ressembler à Henri Salvador mort? C'est quoi ça? Ouais, c'est des trucs à l'humeur, ça. Ouais. Ça doit être pour Technicart ou des gens Ouais, comme ça, c'est bien. ou, qui ont l'impression de te poser des questions Moi, existentielles. j'ai vu Henri Ça te Salvador. dérange quand je parle ou pas? Non, non, je relevais ton propos. J'ai vu Henri Salvador mort, il était très beau. Je l'ai Ouais. vraiment vu sur son lit de mort. Ah ouais. Donc, On est tous contents pour toi. non, mais c'est pas question d'être content, le pauvre, il était mort. La mauvaise humeur, chez moi, c'est un muscle. Ouais, la mauvaise foi aussi, et puis ça m'arrange. Mauvaise ça- haleine. Mais non, ouais, ça... Et c'est ça qu'on aime chez vous, c'est quand vous êtes Ouais. comme ça, là. Bah, voilà, je fais ce que j'ai, quoi. Donc voilà, c'est plus fort que moi. C'est comme dirait ma mère, c'est pas moi, c'est mon corps. C'est ce que Ouais. disait ma mère. Enfin, elle m'a dit un truc dernièrement. Elle m'a dit, tu sais, Didier. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la tête est bonne, mais c'est le corps qui va pas. Et donc, je me rends compte que de temps en temps, tu fais des choses, c'est pas toi, c'est ton corps. Et là, Ouais. je lui ai répondu, bah écoute, waouh. Et ça merci, l'aperçoit. maman. Ouais. Voilà. Non, c'est juste, ça me met bien. Donc, en fait, c'est pas moi, c'est mon corps. Ouais. Voilà. J'ai tellement pris d'acide que je suis bien incapable de te dire quand remonte la première fois. C'est pareil avec les raclés de mon père. Ouais. Eh ben, il faut que je commande ça. C'est très clair, je crois. Ouais. Il Bah, n'y a pas à commenter. Si ce n'est que votre père vous a fait manger votre petit lapin. Voilà. Et j'ai mangé volontairement des acides, ouais. Et donc, Qu'est-ce qui est meilleur, le petit lapin ou les acides? les deux. Quand l'ecstasy arrive sur le marché, ça me casse direct les couilles. C'est trop mignon pour moi. Bah oui, L'ecstasy, c'est pas votre truc. puisque j'arrivais des acides. Ouais. Voilà, et puis, bon, c'est pas l'époque de Jimi Hendrix quand même, mais ils étaient, au niveau de la dose, c'était, voilà, quoi. Et puis nous, on allait dans les catacombes ou sur les toits. Ouais. On faisait, on traînait, on aurait pu crever 1000 fois, quoi. Au César, vous étiez sous MDM. J'ai eu des vapeurs. Ouais. C'est pas du tout un manque de respect par rapport à la profession ou autre. C'est juste que je suis pas très à l'aise dans tout ça, quoi. Voilà. Et c'est en plus le soir où Mathilde est partie dans son envolée. Mathilde a dit que tac. vous auriez dû avoir le César. Voilà, mais en fait, Mathilde, il faut savoir un truc, c'est que je lui avais un peu versé j'avais une flasque de rhum en plus, et je lui avais versé du rhum dans son champagne. Ouais. Et Mathilde, c'est du bois, mais là, ça l'a dépassé. Voilà, mais c'est pas juste pour ça. On avait tourné toute la journée ensemble, elle avait envie de le faire, elle l'a fait, quoi. Elle vous Voilà. aime, je Voilà, sais. ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu d'être plus nombreux? Je pense que c'est un des plus beaux textes qu'on a écrit, quoi, où le moment où on dit où sont nos repères, qui sont nos modèles, de toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes, taré la sève. Juste avant, on dit il faut aller à l'Élysée, brûler les vieux et les vieilles, il faut bien qu'un jour ils payent. Et après, on dit où sont nos repères, et ainsi de suite, quoi. Quand on regarde les textes d'NTM maintenant, ils étaient souvent prémonitoires.
Prémonitoire, je sais pas, mais on savait de quoi on parlait. Preuve en est, le premier maxi qu'on a sorti, qui s'appelait Le Monde de Demain, il y a le Vaux-en-Velin juste derrière. Ouais. Bon, ça nous a porté, mais pour nous, c'était pas une surprise, c'était pas un scoop, quoi, ce qui allait se passer, quoi. Embrasser un mec au cinoche, je m'en fous. Bah oui. Comme je l'ai toujours dit, je fais du cinéma, c'est une porte ouverte à tout. Je sors de mon quotidien, je sors de Joey Star, je sors de tout ça. Et il y a un truc que je crois que j'ai dit dans le livre aussi, enfin qui est dit dans le livre, qui est... je pourrais jouer un travelot borgne unijambiste. Ce serait pas plus rapide de dire que t'es gay? C'est ce que dit la rumeur. Et tu sais que la rumeur est rapide. Quoi qu'il arrive, si j'étais gay, et alors? Je suis pas responsable de vous, donc ça n'engage que moi. Changer le titre du groupe, nique ton père, c'est juste ça. Je n'ai pas mon pareil pour me mettre avec des meufs frappadingues au passé toujours un peu chelou. J'ai dû dire emmerdeuse de compétition, à mon avis. Ouais. Voilà. Des gens qui ont du... qui ont du caractère. J'en ai tout, là. Bah, ça ne regarde personne, dis donc. Non, mais sans rentrer dans le détail, quoi. Pas... Non, mais j'ai 3 enfants avec 2 personnes qui font le job et qui sont des mamans exceptionnelles. Et, Didier, vous êtes au courant de la rumeur, quand même. Ah, j'ai entendu un truc de merde, ouais. On dit que vous êtes avec NKM. Ah ouais. Mais pourquoi je ferais ça? Non, mais je veux dire, le monde est vaste. Être riche, ça sert à quoi? Vous répondez, à se lever tard. Ouais, quand on me demandait ce que je voulais faire, moi, je voulais rien faire, quoi. Même pas de la prison. Rien. Baisse les yeux. Et la dernière que j'adore, le rhum, ce n'est pas de l'alcool, c'est du jus de soleil. Alors, est-ce que vous êtes retourné dîner à l'Élysée? Bah non. Vous dites, je n'étais pas chez moi, donc j'évitais de me gratter les sacoches et de me les sentir après à table. Pour moi, c'est un peu comme une visite du patrimoine, mais avec les autochtones. Bah, ouais, c'est vrai, c'est ça. Non, puis... non, mais il y a quand même ce truc de... Après, ce qui me fait, bon, moi, sourire doucement, parce que je suis un petit joueur, moi, mais moi, c'est drôle de recevoir un repris de justice à l'Élysée, comme ça, on n'a pas tous cette opportunité-là d'avoir visité Fleury, et puis... Et puis l'Élysée, mais je suis pas reproche, voilà. Hein. Vous chantiez à l'époque, allant à l'Élysée, brûler les vieux. Là, vous avez... Bah, je suis allé faire du repérage, en fait. Ouais. Alors, c'est quoi la pire insulte qu'on vous ait faite? Il y a un mec sur Twitter, il m'a dit « On va venir sauter dans ta mère et on n'enlèvera pas nos baskets. » J'ai trouvé que c'était chouette de ne pas enlever ses baskets, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Ma mère est propre, j'aimerais qu'elle le reste. Le pire homme politique, selon vous? Vous avez de la chance, il a dit le pire homme politique. Marine Le Pen. Ouais. La pire façon de draguer une fille? Bah, avec une cagoule et un taser. Ouais. Le pire souvenir de votre enfance? Mon enfance. Faut dire que il est de Charleville-Mézières. C'est vrai qu'à part le chômage et l'héroïne, il n'y a pas grand-chose. Oh, il y a la pédophilie, quand même. Il y a la pédophilie, c'est vrai. La pire chose que vous ayez dite à un enfant? Tu fais beaucoup mieux l'amour que ta mère. Oh. You don't understand, non, tant mieux, I hope. Have they translated for you? I'm sorry. I'm sorry. Quel est le pire de mes invités ce soir? C'est moi. On passe maintenant à la battle des idées. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. I don't think so, bang bang. My baby shut me down. You shut me down, bang bang. Et c'est Gilles Lartigot, l'auteur du best-seller Hit, que nous accueillerons sur ce plateau après le Magnéto. Battle de ce soir, alimentation du poison dans nos assiettes. Selon l'INSEE, les Français achètent les 3/4 de ce qu'ils mangent dans les supermarchés. Le problème,
c'est qu'en confiant notre alimentation aux grandes surfaces et aux industriels de l'agroalimentaire, nous leur confions aussi notre santé. Et ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On a d'abord eu la crise de la vache folle, ensuite le poulet à la dioxine, et puis le vieux cheval dans les lasagnes, sans oublier les tartes au caca chez Ikea. Après chaque scandale dans l'industrie agroalimentaire, les pouvoirs publics nous promettent que ça va s'arranger. Il n'y a pas eu de traces de différents produits susceptibles de nuire à la santé, d'avoir des risques pour la santé. Sauf qu'à chaque fois, ça recommence. Découvrez les délices du nouveau jus multipesticides. Une farandole d'insecticides et autres perturbateurs endocriniens dont Leclerc ne souhaite pas parler. Alors, puisque c'est si difficile de changer le monde, pourquoi ne pas commencer par changer nos propres habitudes? Vous faites vos courses ici? Non, en fait, jamais. On s'est trompé. Parce que si on finit par ressembler à ce qu'on mange, eh ben, c'est pas joli. Commençons par le petit-déj. Observez bien. Si vous prenez un bol de muesli en croyant que c'est bon pour la santé, faites gaffe. On a appris cette semaine qu'à moins que ça soit un produit bio, le muesli est rempli de pesticides. Alors ne vous posez pas trop de questions. Alors tant pis, passons au déjeuner. Un petit blanc de poulet avec de la salade pour garder la ligne. Ben, si vous n'êtes pas révolté de voir comment les poules sont traitées dans les élevages industriels, pourquoi pas? Mais sachez quand même que sur une centaine d'échantillons de volailles testés par Que Choisir, un quart étaient contaminés par des bactéries. Et même avec la salade, faut se méfier. Sur 31 salades achetées l'an dernier en supermarché, 80% contenaient des pesticides, parfois cancérigènes. Sans doute la meilleure des laitues iceberg. Dans son livre, Gilles Lartigot a interrogé le cancérologue Pierre-Marie Martin, qui lui tire le signal d'alarme. Quel que soit votre âge, vous avez l'alimentation peut accélérer, vous avez bien entendu, ou ralentir un cancer sur 2. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre dîner? Un petit plat surgelé avec une belle photo sur la boîte, mais peut-être préparé avec du minerai de viande. Bon, finalement, vous savez ce qu'on va faire pour le dîner? Un ragoût de tofu bio avec une bonne sauce au jus de blé. Même si c'est dégueulasse, au moins, c'est bon pour la santé. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Gilles Lartigot, bonsoir. Vous avez été musicien, producteur, imprimeur, mais surtout, vous êtes l'auteur du best-seller Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, publié chez Winterfields. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, Gilles, vous donnez des conférences dans le monde entier pour dénoncer l'exploitation animale et l'industrialisation de notre nourriture. On vous appelle le gourou du bien manger. Alors, s'empoisonne-t-on tous les jours avec ce qu'on mange? Par quoi faut-il remplacer cette nourriture toxique? On va voir. On va commencer avec les perturbateurs endocriniens. Vous avez vu l'étude parue cette semaine. Le muesli, moi je mange du muesli tous les matins et je m'aperçois que dans un bol de muesli, il y a un maximum de pesticides. Alors vous recommandez pas les céréales, hein? Moi, je suis pas très fan des muesli, mais des perturbateurs endocriniens, vous en avez de partout. Puisqu'en fait, ils sont dans les pesticides et les engrais. En fait, ce sont des dérivés des gaz de combat, la Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors, les perturbateurs endocriniens, ils perturbent le système hormonal et le corps en général, en fait. Ils nous rendent stériles. Micropénis. Ils nous rendent stériles. Micropénis. Entre autres. Tous les matins, t'en prends? Surtout, on a beaucoup moins de spermatozoïdes en fait que nos grands-parents. Alors, vous, Michel, vous connaissez le problème des perturbateurs endocriniens? C'est vrai que le problème aujourd'hui des perturbateurs endocriniens, il y a eu des lanceurs d'alerte, aujourd'hui on en parle beaucoup, et à juste titre. Mais l'histoire des muesli, là, qui est sortie cette semaine, oui, il y a des résidus de pesticides dans le muesli. Et quand on donne du muesli à nos enfants, on aimerait mieux qu'ils mangent autre chose. En même temps, il ne faut pas dire que c'est qu'on mange que des pesticides en mangeant du muesli. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que ces perturbateurs endocriniens qui, comme leur nom l'indique, perturbent les glandes endocrines. Les glandes endocrines, ce sont des glandes qui sécrètent des hormones, quelles qu'elles soient dans l'organisme. Ça, oui, il faut commencer vraiment à se poser la question de savoir ce qu'on mange. C'est pour ça d'ailleurs que le bio est de plus en plus recommandé, parce que les seules céréales, finalement, qui ne contiennent pas de pesticides, sont les céréales, les muesli, qu'on trouve dans les magasins bio. Et comme il y a une vraie proposition, une véritable offre aujourd'hui du bio avec des supermarchés qui s'ouvrent partout, c'est vrai qu'il y a certains aliments qu'on a intérêt à les prendre dans la filière bio. Je ne parle pas de l'industrialisation du bio, je parle en fait des marchés paysans.
C'est là, en fait, où il faut aller acheter, je dirais, nos aliments pour les préparer. Il faut qu'on mange des aliments non transformés. Le problème, c'est que 80% de notre alimentation, on l'a vu dans le sujet, est à base aujourd'hui d'aliments transformés. Bruno, par exemple, vous buvez du lait. Ça m'arrive de boire du lait. C'est plein de pesticides, le lait, dites-lui. C'est plein de pesticides, mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Du problème du lait, bon, après, avec le facteur de croissance, etc. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de... Là, il y a des fantasmes, des lubies autour des produits laitiers qui est complètement hallucinant. Donc, oui, vrai que le lait aujourd'hui est devenu nocif. Pourquoi? Parce qu'on en consomme trop, mais surtout, on ne consomme plus le lait, comme je dis dans mon livre, que ma mère allait prendre à la ferme laitière, qu'on faisait bouillir. Qui d'entre vous est allé voir un élevage industriel? L'élevage industriel, si tu veux, des vaches, aujourd'hui, c'est vraiment complètement immoral. C'est des vaches qui ne sortent pas dans les prés. C'est pas ce qu'on te vend sur la bouteille plastique, ok, sur l'étiquette. Donc c'est des vaches, en fait, qui consomment du grain. Elles consomment du grain. Donc des tourteaux de soja, du maïs, tout ça. Bien sûr, avec OGM, avec des pesticides. Donc le pesticide, si tu veux, se retrouve dans le lait. Vous avez eu envie d'écrire votre best-seller Hit suite à des reportages en caméra cachée que vous faisiez dans les abattoirs? Oui, en partie, et j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. Du jour au lendemain, si tu veux, après avoir vu les élevages industriels et les abattoirs, mon corps a refusé de manger de la viande. Je fais beaucoup de sport. La viande, ça faisait partie de mon mode alimentaire. Ça faisait partie de mon éducation aussi alimentaire, de mes habitudes alimentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu que je m'instruise, il a fallu que j'apprenne. Et là, j'ai découvert la nourriture, entre guillemets, végétale. Non, mais les protéines, bien évidemment, les protéines végétales sont excellentes et on n'arrête pas de répéter que la viande... Et moi, je suis un viandard, donc je peux vous dire... Tu manges de la viande, toi? Moi, je bouffe de la viande tout le temps, mais je fais... pourquoi t'as pas touché à Karine Le Marchand? Non, mais la viande, aujourd'hui, on sait qu'on peut manger de la viande, alors, sauf si son corps le refuse et qu'on a vu des choses, mais on peut manger de la viande, mais il faut la manger raisonnablement. Comme la charcuterie, il faut manger raisonnablement de la viande et non pas se taper une côte de bœuf tous les jours, si on en a les moyens, bien évidemment. Préciser de la viande bio. Précisez-le, ça. C'est très important. Bien sûr, la viande 98% de la viande qu'on consomme, en fait, provient d'élevage industriel. C'est des animaux, tu sais, qu'on shoot. On les shoot, ces animaux. On les shoot aux antibiotiques. L'OMS nous avertit, on va vers une pandémie d'antibiorésistance. Donc je pense que c'est un discours qu'il est important que l'on tienne, mais il faut apprendre aux gens à cuisiner différemment et à cuisiner aussi végétal. Par contre, c'est beaucoup d'efforts, il faut du temps et il faut de l'apprentissage. Il ne faut pas tomber, malheureusement, dans une forme de sectarisme qu'on entend trop de la part des végétariens, des végétaliens, des véganes et tout. Et on a tendance à basculer dans... c'est tout ou rien, ou tout ou rien. Qui? C'est Émeric Caron. Mais parlez-moi de gens sérieux. C'est pas le tout ou rien, non. En fait. Lio, vous mangez de la viande, vous? Je pense qu'il y a des enfants qui sont en carence quand les parents sont véganes et refusent vraiment à des tout petits et ils savent pas comment faire. On a des cas en France, donc faut faire attention. Faut pas que ça devienne une secte et puis de l'hygiénisme presque. On dit que les végétariens ou les végétaliens sont en carence. Quand les enfants sont petits, tous ceux qui sont en carence, les véganes, c'est ceux qui mangent des pop-corn au petit déjeuner, comme j'ai vu certains, tu vois, ou du pain blanc avec du mauvais jambon. Où est-ce que tu trouves les oligo-éléments? Qui ne mangent pas de viande et qui se portent bien. Il y en a des millions qui mangent de la viande et qui se portent bien. J'ai pas l'impression, là aussi, j'ai pas l'impression d'être malade parce que je mange de la viande. Alors, Gilles, vous êtes un dingue de jus et de tisane. Le jus d'herbe de blé, par exemple, vous adorez. C'est un mélange, en fait, de menthe poivrée, d'alfalfa, d'épinards et d'herbe de jus de blé, en fait. Donc, il y a plein de nutriments. Bah, vas-y, Bruno, goûte. Non, vas-y, il va au théâtre tout à l'heure. Vas-y. La piste de Shrek, c'est quoi ton truc? T'imagines les douleurs abdominales pendant le spectacle? Ça fait quoi, ça? Ça fait du bien. Ah ouais, c'est... Fais voir. Hop, il y a un petit goût de revient, c'est bizarrement bien. Non, mais c'est... C'est du jus d'herbe, ça. C'est très bon. Non, mais les jus, ça va super. Il y a des choses extraordinaires. Michel, tu bois pas, toi? Allez, j'essaye d'arrêter. Il arrête le jus d'herbe. Fais voir le lot. Tiens. C'est jus d'herbe de blé avec un petit peu de menthe poivrée. Un peu de menthe poivrée. Et c'est hyper laxatif. Ah, c'est très bon. Mais il faut le boire frais, voilà. Il faut le boire en condition. C'est très bon. Prévois peut-être un petit entracte dans ton spectacle. C'est ça. Alors, Gilles a aussi le jus rouge vivant qui est en mélange de cranberry et de graines de chia.
Exact. Vous en avez là? Non. Par contre, j'ai un jus spécial Rockstar. Fais péter. Fais péter. Alors, c'est un jus, c'est mon fameux jus jaune, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai l'occasion de faire pas de goûter. détails, pas de détails. Sinon, on va pas y Alors, toucher. c'est un jus viril. C'est du jus de citron avec du gingembre et du curcuma. Ça pique. Qui paraît que le Ça, poivron noir, ouais, ça je pense que... Vas-y, Bruno, parce Merci que... Gilles, Ça aussi, merci. ça Je donne ne l'ai pas trop Avec dosé le jus pour... d'herbe. Faut jamais mélanger avec le jus d'herbe. Par contre, ça, c'est hyper important. C'est bon. Qu'est-ce que c'est Merci, bon. pas trop. Hein. Pas trop. Juste deux doigts. C'est quoi, c'est Non mais c'est super bon. C'est sympa quand tu fais Alors ça, c'est l'apéro. utilisé par des sportifs. Ah mais c'est très bon. Et hein, en fait, franchement. ça calme les inflammations. Mais tu sais quoi? Alors, Voilà. Quand tu le bois, ça fait du bien. et en fait, j'utilise beaucoup le super aliment. En fait, dans votre livre, vous parlez de super aliments. Je vous en ai porté quelques graines parce que vous n'aimez pas ça. C'est des fèves de cacao cru. Non, des fèves de cacao cru. Ah oui. Des fèves de Attends, cacao là, cru. hein. Ah oui. C'est immangeable. Alors, fais Chichon, goûter, c'est fais goûter. chichon, ça. Putain, ouais, il y a des têtes Donc, de mort et tout. C'est des fèves de C'est cacao bon. cru. C'est bon. Donc, c'est plein d'antioxydants. Je Et pense. à ce qui paraît, ça Donc- coupe l'appétit, Ça, c'est bon. le cacao, directement, non? Moi, j'en ai J'entends- besoin. Je sais Pour les pas régimes. laquelle Et il je conneries, vous ai levé la peau qui est autour. C'est ça qui donne l'amertume. D'accord, parce que moi j'ai Oui, trouvé. mais après, on peut la bien dégueulasse, on hein. peut la goûter. Avec, Non, mais attends. Tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Il va me taper. Tu peux pas dire ça. Non, c'est Ça ne te plaît pas. Parce que tu n'es pas habitué au goût. fait bander, D'accord. ça Tu n'es pas Ça habitué au change, goût. ça constipe. C'est très fort. Sinon, t'as des shit. Ah non, mais ça c'est intéressant. Faut que t'annules. Mais on peut demander à Gilles, est-ce que les décoctions de chanvre indien, est-ce que ça fait du bien? J'ai bouffé son truc. Il y a beaucoup d'études sur le cannabis. Demoiselle. Et voilà, Demoiselle. Sur la résine Ça, c'est de du shit, cannabis, l'huile de cannabis. C'est du cacao. au niveau des Vas-y, fais cancers, tourner, par fais exemple. tourner. Ah ben voilà. Ça mental C'est dégueulasse. Est-ce que le cannabis soigne le cancer, docteur? Non, mais il n'y a aucun aliment qui soigne le cancer. On peut, avec plein de choses, faire de la prévention avec certains aliments, certains fruits, certains légumes. On peut aider à lutter à faire de la prévention contre certains cancers. Mais il n'y a rien qui va réduire une tumeur ou qui va empêcher d'avoir des métastases. Si, de rire. De rire, non? Oui. Ça aide. Le rire. Si tu veux. De rire. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, je m'excuse. Hein. J'ai donné 80 show-conférences en Europe, surtout en France. À chacune de mes dates, en fait, j'ai rencontré des gens qui sont venus m'apporter leur témoignage. Donc, de gens qui ont été soignés en dehors du protocole traditionnel allopathique de chimio-radiothérapie, qui avaient tout arrêté, qui sont mis sur des cures de jeûne, de jus. Au départ, je trouvais ça un peu étrange. Mais quand j'en vois arriver tous les jours, Gilles, on ne peut pas attendez, excusez-moi. généraliser. On en revient au début de cette émission. Avec Steve Jobs, qui a un cancer du pancréas, pas grave. Il fait partie des 1 ou 2% qui peut s'en sortir. Alors que d'habitude, le cancer du pancréas, c'est une punition. 3 mois après, vous êtes mort. Ce connard de Steve Jobs écoute son naturopathe et il commence à boire du jus de carotte. Et pendant ce temps, le cancer du pancréas métastase sur le foie, alors qu'il était sauvable. Et quand il décide d'aller voir la médecine traditionnelle, il est trop tard. Son foie est métastasé. Michel Simès, dites-moi si je me trompe. Non, vous ne trompez pas, mais Non, Gilles, voilà. j'entends peux répondre sur... Non, Juge, j'entends votre discours. pas forcément de bonne foi. Non, mais sur sauf Gilles. Moi, je suis médecin. Oui. Les témoignages, ce n'est pas de la science. Non, ce n'est pas des études. On ne peut pas se baser sur des témoignages pourquoi pour il n'y a dire pas d'études sur des gens qui ont été soignés avec des cures de jeûne ou des cures de jus de légumes? Pourquoi il n'y a aucune étude? Parce qu'il n'y a aucun labo, si tu veux, qui ne finance Parce ces que études. physiologiquement, Gilles, rien n'explique qu'un jeûne puisse permettre de lutter contre le cancer. La seule chose qu'on essaye de faire avec des malades qui sont sous chimiothérapie et qui ont un cancer, c'est de dire que peut-être qu'en limitant un petit peu la ration alimentaire quotidienne, on va pouvoir épuiser un petit peu les cellules cancéreuses. Mais on ne peut pas passer, je ne peux pas laisser passer un discours qui dit il y a des témoignages de gens qui ont été sauvés par... D'accord. Arrêtons avec le complot de la faculté. Vous vous rendez compte que la faculté refuserait parce que les laboratoires ne pourraient pas vendre des médicaments. Mais ça nous fait passer pour des gens qui ne sont intéressés que par le pognon ou qui ne sont que sous l'influence des labos. Pas du tout. Oui. Mais les études sont faites par les médecins, pas par les laboratoires. Oui, Ça veut dire que les cancérologues, ils savent que le jeûne permet de guérir le cancer et on ne le fait pas parce que ça nous fait chier, il n'y a pas de médicaments à vendre. Déclarer les conflits d'intérêts des gens qui font les études. Je vais vous citer juste un cas, si vous me permettez. Le docteur Otto Warburg,
En 1931, il a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir prouvé que le cancer se développe dans un milieu acide et faible en oxygène, qui ne se développe pas dans un environnement alcalin et riche en oxygène. On n'a pas parlé de l'équilibre acido-basique, de toute cette alimentation, céréales, viande, sucre, alcool, qui est acide. Donc tout ce qui est en fait alcalin, c'est les végétaux, c'est l'eau, et c'est les fruits. Si on suit votre raisonnement, ça voudrait dire qu'il ne faut rien manger d'acide, et qu'il ne faut pas manger de jus de citron parce que ça déclenche un cancer, etc. Non, le jus de citron est alcalin, le jus de citron n'est pas acide. Vous avez raison sur une chose, il faut faire attention à ce qu'on mange, parce qu'il y en a marre de manger des pesticides, il y en a marre de manger des perturbateurs endocriniens. Mais de là à aller jusqu'à dire que des témoignages prouvent qu'en faisant une cure de jeûne, on a guéri un cancer. On passe d'un discours qui peut être entendu par tout le monde, oui, il faut manger sainement, à un discours, et je ne vous traite pas de charlatan, qui frôle le charlatanisme. Et chez les gens qui ont un cancer terminal... Ne me traitez pas de charlatan. Je vous dis, ne me traitez pas de charlatan. Je viens de vous parce dire, que dans mon livre, il y a Pierre-Marie Martin, qui a beaucoup plus d'expérience que vous, sans vous manquer de respect. C'est un professeur émérite qui m'a donné mission de porter son message. Un cancérologue sur toute la communauté. Ah oui, il a pas la Légion d'honneur, ça veut dire que tous les cancérologues se sont ligués contre son discours parce qu'il ne va pas dans le sens de la faculté et des laboratoires pharmaceutiques. Je suis déçu que vous sortiez cet argument. Non, mais c'est un argument. D'abord, je ne vous ai pas traité de charlatan. Je vous ai dit que je ne parle pas de vous. Je dis que quand on se base que sur des témoignages et qu'il n'y a rien de scientifique derrière tout ça, à ce moment-là, et qu'on dit que les cures de jeûne évitent le cancer, on bascule dans le charlatanisme. Michel, c'est vrai que quand moi je dis à mes toubibs que je me soigne le foie avec du chardon-marie, du desmonium, etc., ils se foutent de ma gueule, mais c'est très bon. Mais il n'y a pas de problème, mais faites-le si vous vous sentez bien avec. Les gens qui mangent sans gluten en pensant que ça va améliorer leur santé, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le sans gluten soit meilleur pour la santé. Si vous vous sentez mieux sans gluten, mais mangez sans gluten. Il faut écouter son corps. Il y a zéro souci. Il y a zéro souci. Ça sera le mot de la fin. Lio, il faut écouter son corps. Exact. En hommage au chanteur aux cheveux sales, on va faire un blind test. Zaz! Cheveux sales, oui. Zaz. On va faire un blind test. Cheveux sales. Attention, musique. Zaz! Zaz! Ah, Gali! Gali! C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. On n'est pas obligé de tout écouter. Musique! Louride! Renaud! Renaud! On m'a filé une baigne, j'ai filé un marron. M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. Alors, t'as perdu les 2 derniers blind tests. Ouais. Tu t'es repris, là, hein? Un peu. Enfin, il est passé de louride à Renaud, quand même. Ouais, il a quand même dit louride pour Renaud. Normalement, on aura une seule réponse. Ouais. L'autre, va te laver les cheveux avant de changer les règles, toi, connasse. Bah lui, au moins, il a des cheveux. Attention, musique. Ouais, ils l'ont dit, hip-hop. Qui l'a trouvé, ça? Alors, il Toi? n'a pas les cheveux sales, il a les cheveux raides. Ouais. J'ai dit Zizi Top, moi. Ah, Zizi Top, j'ai entendu Julien hip-hop, qui a trouvé. Il n'y a pas que Gigi dans toutes les réponses. Ouais. Zaz! Arrête de dire Zaz. Bah, ça va sortir. Oui, un moment. Musique. Nirvana. Ouais, Nirvana, ouais. Bravo. Musique. Promets-moi, si tu me survis, pense à moi comme je t'aime, mais tu m'indivineras, tu briseras l'anathème. Ah putain, on s'envoie des bisous quand même. Ouais, Francis Lalanne. Attention, musique. Lio. J'adore. Ah, Philippe Catherine.
Alors, qui a trouvé? C'est Stevie ou c'est Julien? C'est Stevie qui a trouvé. Stevie, ah bah c'est bien, dis donc, Stevie. Musique. Parlez. Va parler. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Musique. Il l'a dit. Jeanne Masse, oui. Jeanne Masse. Ah là là. C'est vrai qu'elle a les cheveux pas très propres. Hein, Oh. Je suis désolé. Et sur quoi on se base? C'est très bizarre quand même. Alors la base. C'est salaud quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire contre Oui, c'est vrai. contre À les part cheveux se les laver, qu'est-ce qu'on peut faire? À part se les laver, il y a les shampoings secs qui existent. Ouais. Très Et pratique. quand on a les cheveux gras, par exemple. La cannelle, la cannelle. La cannelle. Un shampoing sec, ça marche bien. Shampoing sec, voilà, très bien. Merci beaucoup, Marie. Musique. Indochine, ouais. Musique. Zaz. Non, pas Zaz. Florent Pagny. Pagny, ouais. Florent Pagny, oui. Eh Il oui. est dans tous les quiz, hein, Pagny. Attention, musique. Oh yeah. Musique. Ah, The Cure. Ah ouais. Julien. Là, ils sont trompés, ils ont mis Liz Taylor. On peut revoir la photo. Qui est en tête, là? Ah là, je suis devant. Baffy est en tête. Non, tu vois n'importe que quoi. tu reprends la main. Faux, nul. Musique. Michael Jackson. Non. Boy George. Boy George. Non. Ouais. Culture Club. Culture Club. En plus, j'ai fait clip. Ah, qu'est-ce que je l'ai aimé, Boy George. Ah. J'ai honte à moi, là. Musique. Et en plus, tu me prends une chanson d'il y a 10 ans, quoi. J'adore cette chanson. À l'époque, j'avais les cheveux sales. Ouais. Et là, non. Maintenant, ils sont attachés, c'est pas pareil. On passe maintenant à notre... T'es au top du top de la semaine. Salut les terriens. Bienvenue dans votre tour du samedi soir. Bonsoir. Putain, faut crier. Et je comprends maintenant pourquoi vous criez. En fait, c'est pour faire croire qu'il y a une ambiance de fou sur le plateau. La différence entre Florence Foresti et Thierry Ardisson, c'est que Thierry Ardisson ne peut pas imiter Florence Foresti. Alors Florence, on vous a connu chroniqueuse chez Stéphane Bern, puis chez Ruquier. Ensuite, votre notoriété a explosé rapidement. Vous vous êtes imposé comme l'humoriste préféré des Français, avec des spectacles comme Motherfucker, Foresti Party, Madame Foresti. Vous avez rempli les plus grandes salles, vous avez explosé les audiences à la télé, vous avez vendu des tas de DVD, vous avez même présenté les Césars. You're every woman. Yes. Et aujourd'hui, Florence, on vous découvre pour la première fois dans un registre dramatique, plus touchante que jamais, révélant une nouvelle facette de votre personnalité au cinéma dans le film Deux plus belles. Vous êtes à l'affiche de Deux plus belles d'Angel Daval avec Nicole Garcia, Mathieu Kassovitz en salle le 8 mars. Et c'est une comédie dramatique. Pas du tout comme Camping 3. Hein. C'est une comédie dramatique. Ce qui ne veut strictement rien dire, vous le savez. Quoi? Pierre, si t'as rien à dire, tu peux fermer ta gueule. Non, mais ça m'intéresse, oui, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Parce que dramae, c'est l'action. Donc ça veut dire que c'est une comédie où il y a de l'action. Ça veut absolument rien Ça dire. ne veut rien dire. C'est un film.
C'est un film. Voilà, tiens, c'est un film. Alors, c'est l'histoire de Lucie qui sort tout juste d'un cancer et qui va réapprendre à vivre, à aimer et surtout à s'aimer pour devenir la femme qu'elle n'avait jamais réussi à être. Avec vous, il y a Mathieu Kassovitz qui joue Clovis, un séducteur qui ne parvient pas à vous séduire. C'est extraordinaire, non? Oui, ça l'énerve. Fais plus court les réponses. Laisse-moi le temps de réfléchir, après je dis que des conneries. Oui, je lui résiste, alors ça l'énerve. Mais même Mathieu Kassovitz. Même Mathieu Kassovitz. Rien à foutre. Alors, le personnage a été écrit sur mesure pour vous par Anne Gaël. Un jour, elle vous envoie un mail de 4 pages, il y a 4 ans. Ouais. Et vous lui répondez tout de suite, quoi. Ah ouais, j'ai tout de suite été hyper touchée par son écriture, donc elle a développé le scénario dans la foulée, et voilà. C'est difficile pour vous de jouer un rôle comme ça, j'imagine, parce que vous avez tendance quand même à vous réfugier dans votre légendaire autodérision, j'imagine, non? Je préfère nettement faire rire, on est plus caché, oui. Mais bon, c'était tout le défi aussi, c'était tout l'intérêt, c'était que je sorte un peu de ma zone de confort, comme on dit. Tous les humoristes rêvent de faire pleurer à un moment ou à un autre, mais là, je trouve que c'est très, très réussi. Vous êtes très juste, en fait. À aucun moment, on pense que vous êtes une humoriste, vraiment. Ah, tant mieux, hein. Parce que si les gens rigolent, c'est raté, hein. Ah, pas du tout. Alors, comme, effectivement, vous êtes pudique, la scène du baiser était très, très difficile. Oui. Ah bah, évidemment. Mais bon, Casso, il dit, oh, on s'en fout, allez, viens, là. Il détend, hein, comme on dit. L'idée, en fait, c'est pas du tout de faire un film, c'est de rouler une pelle à Kassovitz. Bah oui, voilà. Là, vous dites, j'avais une folle envie de jouer avec lui. Oui, j'avais envie de jouer avec lui, mais comme j'ai envie de jouer avec tant de comédiens, évidemment, là, c'est parce qu'il ressemblait... Bah oui, Pierre, évidemment, mais Pierre, c'est le rêve... Vite. Alors, lui a déclaré, je pensais que c'était pour Florence un plaisir, quelque chose de naturel, mais tout ce qu'elle fait est douloureux. Qui a dit ça, lui? Casso. Ouais, ça le fait marrer, Casso, parce que... Casso, genre, mon pote. Non, Mathieu Kassovitz. Caca. Hein? Ouais, Caca. Matt. Matt, ça le fait marrer parce que... parce que oui, je suis anxieuse et tout, alors que lui, il a un lâcher prise dans la vie qui est admirable, d'ailleurs, une grande liberté que je lui envie. Mais vous êtes hyper control freak, et c'est pour ça qu'on vous aime, en fait. Quand on a bossé ensemble sur le prime time pour Canal, vous avez 3 semaines pour faire une séquence de merde. Bah, dites c'est peut-être parce que je suis un peu plus nulle que les autres, alors j'ai besoin de plus de temps, en fait. Non. Pas du tout. Alors, les critiques sont excellentes. Le Figaro a dit « Florence Foresti est bouleversante. Elle endosse de façon convaincante un rôle à contre-emploi, évidemment. » Et tous les journalistes, je sais, parlent de Charpentin, de Galabru, dans Le Juge et l'Assassin, ou de Bourvil. C'est vrai que je le ressemble. Dans Le Cercle. Petit air de Galabru, moi. Bon, ça vaut un triomphe, hein, Florence. C'est gentil. Alors, l'année dernière au César, vous avez eu Michael Douglas. Oui. Cette année, c'est George Clooney, c'est dommage. C'est GTA 100, non? Après, vous lui aurez dit I'm a dramatic actress. Ouais, voilà. Hein? C'était à ça, George. C'est un peu dommage. Alors, les Césars, maintenant, vous ne voulez plus les présenter, vous voulez les gagner, hein, non, je crois. c'est pas ça. Non, mais alors tout le monde croit que j'ai dit que je voulais plus les présenter. J'ai dit que je les ferais pas 2 fois de suite, mais j'adore présenter les Césars. C'est un exercice que j'adore. Ouais. Faire un show pour la télé, c'est ce que je préfère. Donc, j'ai jamais dit que je le referais pas. Vous vous sentez actrice maintenant? Je me suis jamais sentie actrice. Ouais, donc vous n'allez pas dire des trucs genre l'ambiance sur le tournage était extraordinaire. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir le film que nous en avons eu sur le tournage. Voilà. Mais ton vrai rôle, c'est ton rôle de maman dans la vie. En fait. Je crois que c'est le rôle le plus important. Faut le dire aussi. J'espère que le film rencontrera son public. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à sortir de ce rôle. Ah oui, j'étais habitée. Alors là où j'ai vu que vous étiez devenue une vraie actrice, c'est tout à l'heure dans la loge. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez demandé de l'eau d'évian pour laver votre chien. Alors c'est normal, vous luttez contre la pollution de l'eau, vous voulez sauver la planète. Exactement. C'est Mélanie Laurent, hein, c'est plus du tout Florence Foresti. Alors, je vous connais, je sais que vous êtes très discrète sur votre vie privée. Mais là, c'est trop, là. Ah bon, tu trouves? Là, on veut savoir, là. Non, bah, je te dis, hein, ça va toujours très bien avec Xavier, non? Oui. Non?
Oui, merci. Oui, dites-moi. Oui, ça va très bien avec Xavier. Et Tony, votre fille, donc c'est vrai qu'elle a déjà votre taille, votre fille? Oh, arrête, tu trouves que je suis petite? Ne répondez même pas. Merci, Pierre. C'est ma journée, hein, j'ai bien fait de venir, hein, t'as vu? Non, mais t'es vachement bien dans le film, ma non, journée. sérieux. Non, mais je te le dis. Hein. Et maintenant, en hommage à Mathieu Kassovitz, nous allons faire une interview La haine. Laurence Foresti, qu'est-ce que vous détestez qu'on dise de vous dans les journaux? Qu'est-ce que je déteste? Bah, je déteste qu'on dise que j'ai la grosse tête, alors qu'il n'y a pas plus cool que moi. C'est vrai. Bon, je peux avoir ce putain de verre d'eau ou merde? Ouais, merde. Chiant, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que vous détestez dans le sport? Ah bah tout, j'ai horreur du sport. Ouais. Il faut se laver les cheveux après, on perd un temps fou, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous détestez manger? Eh ben, je sais pas, parce que je le mange pas. Qu'est-ce que vous détestez dans le sexe? Ben, il faut se laver les cheveux après. On perd un temps fou. Ça dépend qui vous tire les cheveux. Il y a des mecs qui ont les mains propres. Mais je ne parle pas de ça. Ne me dites pas que vous n'aimez pas vous faire tirer les cheveux. Bon, allez, ensuite. Elle faisait une allusion sur les jacques faciales et Mais tes parce que jours. non plus. Non plus. Et pour y faire, Quel on est pour y lamentable. faire. Voilà. Ah, c'est les Dupont et Pondu de l'interview, les deux, là. Ouais. Surtout que maintenant, on s'est retrouvés et on s'aime. Et on se quitte plus. Comme au premier jour. Pas d'amis comme toi. Deux pédales. Deux pédales. Ah oui. Émission de Tarlouse, voilà. Je ne savais pas. J'ai pas d'amis comme lui. Il a fait une petite réflexion, Pierre? C'est une émission de Tarlouse et je ne le savais pas. Homophobe. Vieille actrice. Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je... Tu viens parce que tu nous aimes, en vérité. Je vais te dire. Moi, je viens parce que j'aime Foresti. Voilà. Mais non, bon, j'arrête. Qu'est-ce que vous détestez en étant une fille? Moi, j'aime à peu près tout dans le fait d'être une fille. Ah ouais. Sauf l'injonction à être gentille. En plus de l'injonction à être jolie, il faut être gentil. Ouais, ouais, sinon, ça, c'est sinon chiant. on est forcément une pute hystérique. Donc, c'est compliqué. On n'a pas le droit entre les deux. Hein. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous détestez à la téloche? Bah, faut se laver les cheveux après. On me fout de la laque. On me fout de la Qu'est-ce que laque. vous détestez en politique? Qu'est-ce que je déteste en politique? Oui. Y a-t-il encore quelque chose qu'on aime en politique? Non. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez qu'on vous dise pour vous aborder? Pourquoi tu t'es pas lavé les cheveux? J'aime pas qu'on me dise « Ah, vous ressemblez à l'humoriste ». Alors déjà, je lui ressemble pas, je suis. Hein. Et on dit humoriste. Ouais. J'en veux plus des humoristes. Qu'est-ce que vous détestez comme mot? Comme mot, les mots en verlan, ça me vénère. Ah Je ouais. supporte plus. Non, pour de vrai, je supporte plus. Le verlan, ouais. Chelou, ouais. relou. Parce que les enfants parlent comme ça maintenant. Ma fille, elle sait pas que chelou, ça veut dire louche. Que je lui dis « Mais fais le verlan de chelou, tu seras branché. Dis louche ». Qu'est-ce que vous détestez dans la vie en général? La fin. Ah ouais. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, ce dénouement. Je suis Qui a eu absolument pas cette d'accord idée avec de ce truc. Merde. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez sur ce plateau-là maintenant? Ta clim, depuis toujours. T'as froid là? Non, pas du tout. Ça va, là, ça va. Et moi j'ai ma clim. Moi. Non, mais ça va, tu t'es amélioré de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous détestez en vous? En vous? En moi? Chez vous, oui. Mon nez. Mais pourquoi vous ne le changez pas? Parce que je suis douillette. J'ai refait la cloison déjà et ça m'a fait super mal. Et l'entrée, t'as mis quoi comme papier peint? J'ai laissé les murs bruts. Et le médecin m'a dit, si vous faites l'esthétique, ça sera 30 fois plus douloureux. Donc Ah je me ouais. dis, allez, tant pis pour moi, je reste avec Mais ça. ça va, t'es une restat. Oh pardon, t'es une star. Qu'est-ce que vous détestez chez moi, Florence? Absolument Tenez, rien, hein. absolument rien. Thierry, vous êtes absolument parfait, irréprochable. Je le connais pas assez, il y a peut-être des trucs abominables chez lui, mais je le connais pas. Non, mais j'ai rien, je dirais, moi. vous êtes lamentable. Pour rejoindre Pierre, voilà. Vous êtes lamentable. Et on passe maintenant, mesdames, messieurs, à notre grand invité d'honneur de la semaine.
Guillaume Canet, rebonsoir. Guillaume Canet, grand invité d'honneur de la semaine. Je suis très touché. Celui qui forme avec Marion Cotillard le couple le plus glamour du cinéma français. Jusqu'à maintenant. Depuis que Sophie Marceau s'est demandé ce qu'elle foutait avec Christophe Lambert, puis Cyril Lignac. Alors Guillaume Canet, 13 ans que vous n'êtes pas venu dans l'une de mes émissions. Ouais. À l'époque, vous étiez l'acteur de La Plage et de Vidocq, le réalisateur de Mon Idole, le compagnon de Diane Kruger. Aujourd'hui, vous êtes le réalisateur césarisé de Ne le dis à personne et des Petits Mouchoirs. Vous êtes marié avec la Movie Academy Award Best Actress, Marion Cotillard. On regarde des images de l'époque. Guillaume, t'es pas cap de l'embrasser sur la bouche, là, maintenant. Non, absolument pas cap. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est parce que je suis acteur, donc je fais ça dans un film. Ah oui. Et la deuxième raison, c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça et je comprendrais. Et mon charmant amoureux n'aimerait vraiment pas ça. Ils sont ensemble en train de jouer à ça pour l'instant. Ah ouais. Bah oui. Ah oui, tu fais qu'au cinéma. Tu vas avoir du mal à arriver à la pénétration, c'est déjà t'as chuté à l'épreuve du bisou. Oui, ça évolue après. Tu vas déjà pas s'embrasser, oui. On est mal barré. Guillaume, t'es pas capable de faire une vanne pourrie à Bafi, là? Une vanne pourrie? Ah non, non, mais c'est impossible de lui faire une vanne pourrie à lui. Pourquoi? Parce qu'il a une répartie de malade. Ouais. Toi-même. Voilà. C'est sympa. C'est terrible de se voir comme ça. Ouais, bon, on se sent tellement con, c'est vrai. Ouais, bon, pas vraiment, non mais bon. Non, mais on voit qu'on est jeunes. Ouais, on était tous plus jeunes. On essaie de faire à l'aise. Et combien de temps ça a pris après avec Marion Cotillard, alors? Sans rentrer dans le détail, hein, sans... Mais combien de temps ça a pris avant, vous voulez dire? Non, après. Non, avant. Vous étiez déjà ensemble? Bah... Peut-être. Ah, ils ont menti alors. Quel enculé. Alors Guillaume, vous êtes ici ce soir pour un film intitulé Rock'n'Roll, que vous avez réalisé, que vous interprétez avec Marion Cotillard. L'histoire commence par une situation que vous avez réellement vécue un jour où vous faites la promo d'un film. À la sortie d'une projection, il y a une journaliste de Grazia qui vous dit « Vous avez conscience que vous n'êtes pas très rock, ni drogue, ni sexe, votre vie, votre femme ». Et vous, en face, essayez de vous justifier. Vous dites, mais si, mais attendez, je joue de la guitare, il m'arrive de prendre de la drogue, et le sexe, ça va très bien, merci. Et là, et c'est là que vous êtes génial, immédiatement, vous voyez le sujet du film, en fait. Déjà avant cette interview, j'avais envie de faire un film sur l'image qu'on leur renvoie aux autres, que l'on a de soi-même, de cette société aussi dans laquelle on vit, qui se regarde beaucoup, qui est très recentrée sur elle-même, qui se prend en photo, qui fait des selfies toute la journée. Toutes les conneries que j'avais pu entendre sur notre couple, sur tout ça. Et donc, il y avait un moment, j'avais aussi envie d'aller là-dedans. Et c'est vrai que cette interview, ça a été le catalyseur. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas les gens, en fait. On se fait des idées sur les gens. Et que, globalement, je trouvais que ça parlait aussi des gens. C'est-à-dire que là, ce qu'elle me racontait, la jeune génération qui arrive, que moi qui deviens un peu has-been. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas drôle de voir si je voulais lui donner tort à cette nana et de devenir rock, d'essayer de devenir rock et de tout faire dans ma vie pour essayer de la contredire. Et donc, du coup, devant tout mon entourage, et voilà, c'est le suicide social de Guillaume Canet qui va dans le mur et qui essaie d'aller le plus loin possible. Beaucoup d'autodérision, beaucoup de distance. Vous écrivez le scénario en 4 mois avec Philippe Lefebvre et Rodolphe Loga. Et là, on arrive au pitch, donc, vous jouez le rôle de Guillaume Canet, qui a 43 ans, qui est en couple avec Marion Cotillard, qui découvre qu'il n'est plus sur la fameuse liste des acteurs que les filles aimeraient se taper, qui va faire sa crise de la quarantaine, et qui va essayer de prouver à tout le monde qu'il est encore rock'n'roll. On regarde à quoi ça ressemble. Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Ulliel, Pierre Niney, c'est un peu la nouvelle génération.
sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit, mon amour. Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baise plus? Je la baise, moi, ma femme. C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Je vais faire un rôle de vénère, tu vois, un peu physique. Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. Bon, ferme ta gueule, alors. Mais là, je suis pas rock. Hein, je suis pas rock, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. Ça fait envie, mais ça peut effrayer aussi. Bonjour tout le monde. Oh putain, qui Mais pourquoi t'as fait ça? C'est énorme. Alors après, ça part vraiment en vrille. Je vais pas spoiler le truc, mais c'est un vrai faux documentaire, en fait. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. C'est filmé comme ça, d'ailleurs. La bouillotte, c'est vrai. Ouais. Marion, qui répète avec l'accent québécois pour un film de Nolan, elle est exceptionnelle. Sauf qu'à la fin, Nolan ne veut pas d'accent. Alors c'est un peu vrai. Elle avait appris le polonais pour le film de James Gray, hein. Ouais. Ouais. Oui, le polonais, puis plein d'autres accents. L'accent anglais, Ouais. quand on va travailler des fois à la maison. Ouais. J'avais envie de me foutre un peu d'elle aussi, de sa manière de s'investir dans les rôles. C'est vrai que pour Batman, elle mourrait tous les soirs dans le lit. Voilà, c'est ça. Et puis votre amour de Demis Roussos. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Mais vous l'aimez vraiment? Mais ouais. Ah ouais, c'est super. Mais non, mais j'ai une culture musicale et j'ai des goûts musicaux très variés, mais Ouais. j'aime beaucoup Demis Roussos. Mais les Aphrodite Child, c'était formidable. Ah bah, La période Rain and d'Aphrodite Tears, Child, c'est énorme. C'était magnifique. Mais ça m'amusait de montrer les côtés ringards. On a tous des côtés un peu C'est ringards, vachement on a bien. tous des trucs Il n'y a qu'on rien aime à bien. dire, Voilà. le film est top. Les coucous, par exemple, c'est faux. Non, ça c'est faux, c'est pas... pour jouer la métaphore du temps. Marion Cotillard n'a pas fait un potager à la maison, même si elle doit être Sur assez... le balcon. Elle est assez bio quand même. Hein. Ouais, Je sur le suis balcon. sûr. Non, mais il est sur le balcon quand même, le potager. Et alors, l'enfant, c'est pas le vôtre. Non, c'est le seul acteur du film qui ne soit pas le Ouais. vôtre avec l'urologue. Ah ouais. Ma prostate va bien et... J'ai eu un problème de couille que j'ai résolu. À un moment, vous avez pensé que vous avez un cancer des couilles. Ça vous faisait mal. Ouais, j'avais mal. Mais c'était aussi une manière de commencer le film aussi. C'est vrai que c'est un film sur le jeu, sur le narcissisme, Ouais, sur ouais. le thème dont je parlais tout à l'heure. Et qu'on trouvait ça marrant de commencer sur un mec qui se tâte les couilles et qui a mal aux couilles. Ce qu'il faut dire, bon, le film, formidable, il y a Johnny Hallyday. Extraordinaire, d'autodérision, qui à un moment se lève pour... qui dit, il va allumer le feu, il dit, je vais allumer le feu et tout. Oui, il a froid. Il a froid, il dit, je vais allumer le feu. Ouais. Mais oui, il a... C'est génial. Alors, je vais vous faire un compliment définitif. C'est aussi bien qu'un film américain. Voilà. Merci. Faut dire quand même que vous avez eu 9 ans d'immersion pour préparer le film, en fait. Alors j'imagine que pour la promo du film, vous êtes contractuellement obligé de prendre beaucoup de drogue, de tout casser dans vos chambres d'hôtel et de sortir avec un maximum de filles. Ouais, bah, j'ai déjà repéré 2-3 personnes. Alors faites attention à votre look quand même, c'est un conseil, parce que même Pete Doherty, avec un pantalon de jockey et une bombe sur la tête, il a pas l'air rock'n'roll. Hein. Non, mais les tenues vestimentaires sont très importantes. Ouais. Alors aujourd'hui, vous allez bien? Ouais, je vais très bien. On dirait qu'il sort du gouffre. Ouais, c'est ça. Non, mais attends. Mais qui a Depuis traversé qu'on une s'est dépression. vu, Guillaume a traversé des moments difficiles. Après la sortie de son film américain Blood Ties, il a fait un burn-out. Vous dites vous-même, en parlant du film, un bide monumental, quoi. Ce qui était compliqué, c'est que ça suivait Les Petits Mouchoirs, où c'était un gros succès, qu'on m'a proposé de faire d'autres comédies et de manière assez aisée. Et moi, j'ai voulu me remettre en question. J'ai pas voulu aller dans la facilité. J'ai voulu faire un film qui ressemblait
au film, enfin, c'est très prétentieux de dire ça, mais en tout cas au cinéma qui m'a donné envie au départ, c'est le cinéma des années 70, américain. James Gray, vous l'avez fait avec James Gray. Voilà, j'ai coécrit avec James Gray, qui était dans la veine des Sam Peckinpah, des Cassavetes, des films avec lesquels j'avais grandi. Et puis bah voilà, le film effectivement n'a pas reçu du tout un bon accueil. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et quand ça s'est terminé, je me suis dit bon bah je vais arrêter parce que j'avais pas envie de venir aigri, j'avais pas envie de rentrer dans une colère. Et je me suis dit, je vois pas ce que je vais faire de mieux, donc j'arrête. Vous avez commencé à ce moment-là à douter de vous. Et c'est vrai que vous avez un désir d'exigence très très élevé, Guillaume. Peut-être par rapport à votre mère qui vous a donné ce sens de l'exigence, qui est pied noir, qui a beaucoup souffert quand elle est revenue en France. Ça va lui faire très plaisir que vous parliez d'elle. Je pense qu'elle est en train de pleurer même à ce moment-là maintenant. Ils se sont fait cracher dessus quand ils sont rentrés en métropole. Hein. Faut le savoir quand même. Ah, et puis surtout qu'elle est partie du jour au lendemain, sans rien, sans une valise, sans une photo d'elle enfant. Donc c'est vrai que c'est un truc un peu compliqué. Mais c'est vrai mais j'ai la chance d'avoir deux parents, parce que mon père aussi, quand il a une idée quelque part, il a... Mais il a tout quitté pour vous installer un truc de cheval, votre père, quand même. Ouais. Vous avez de la chance d'avoir parents comme ça. C'est bon. Alors là, donc après Blood Ties, vous doutez de vous, vous reprenez votre licence de cavalier, et pendant un an, vous avez traversé l'Europe dans un camion pour faire des compétitions internationales, et vous vous rendez compte que dans ce cadre, en fait, votre ego n'a plus d'importance. Vous dites, si j'arrêtais la réalisation, ce ne serait un drame pour personne, finalement. Oui, parce que en fait, j'ai retrouvé d'abord mes potes de l'adolescence et quand je faisais des compètes. J'étais heureux de voir qu'ils m'avaient retrouvé pareil. En tout cas, ils n'avaient pas l'impression que j'avais vraiment changé. Simplement, je me suis rendu compte surtout qu'avant ça, j'avais fait plus de 45 films, que je faisais que bosser. Je voyais plus mes potes, je voyais plus ma famille. Je profitais de rien, je m'amusais pas. Voilà, ma vie était devenue un peu chiante, quoi. Et c'est pour ça, je pense que j'ai réussi à faire ce film avec cette insouciance, que j'avais quand j'ai fait mon idole, quand j'ai fait mon premier film. Et bien voilà, c'est le fait d'avoir retrouvé cette innocence qui vous a permis de renaître. Et la renaissance, c'est rock'n'roll. Depuis un an, j'ai pris vraiment du plaisir à faire ce film. Et je pense que je commence vraiment à me foutre un peu de tout. Et c'est vrai que on peut pas faire ce métier sans avoir un peu peur de l'image que l'on renvoie. En tout cas, on se pose des questions. Je pense que je commence un petit peu à vous sortir de là. À m'en foutre, et à me dire que je suis ce que je suis. Et finalement, mon côté rock, c'est ça, d'être libre, d'être qui je suis, et je vous emmerde. Rock'n'roll. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. On passe maintenant à notre Théotop. You're simply the best. Better than all the rest. Matt Pokora, rebonsoir. Tout le monde vous aime. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Ils ont les mêmes. C'est votre prochaine reprise, ça. Faut nous le faire. Non, je vais arrêter après ça. Alors, en préparant cette interview, j'ai découvert qu'une vieille boîte de nuggets de poulet ayant appartenu à Matt Pokora s'est vendue 12 000 € aux enchères. Alors, soit le gars avait vraiment faim, soit il était vraiment fan. C'était sur une émission de radio à l'époque. Il disait, bah tiens, puisque tes albums se vendent bien, on va voir si n'importe quoi peut se vendre avec toi. Et ils ont mis une boîte de nuggets avec laquelle j'étais arrivé à la radio. Ils l'ont mis aux enchères. Parce que je me dis, si c'est 12 000 € pour une boîte de nuggets, pour coucher avec vous, ça doit être cher, non? Quand je pense qu'il y a quelques années, on disait que vous étiez fini, que vous étiez etc. C'est incroyable. On disait, c'est plus qu'une merde, il fera plus rien. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Il y avait cet enfoiré qui me disait ça. Bah oui. Non, c'est lui qui m'a dit. C'est vrai, c'est lui. Non, oui, j'avais 23 ans, je sortais mon 3e album qui n'avait pas marché, j'avais fait un album en anglais. Et j'avais réalisé mon rêve de gosse, travailler avec les plus gros producteurs américains de l'époque. Ils se sont tous donné la mort un par un. Ils se sont tous donné la mort suite à la sortie de cet album. Ah, vous êtes revenu, vous êtes au sommet, là. Il n'y a qu'un truc, c'est cette veste-là. Jean-Pierre, vous qui avez conseillé aux musulmans d'être discrets... C'est un poncho. C'est pas mal, c'est assorti aux cheveux, remarque. Tu vois. Alors, Matt, on va parler de votre nouveau disque qui s'appelle My Way. Yes. Mais d'abord, je voudrais rendre hommage à votre sauvetage de David Ginola.
Alors David était là la semaine dernière, il nous a tout raconté. Le match de foot amical à Mandelieu-la-Napoule, le malaise cardiaque, les massages pour faire repartir le cœur. Vous avez, Matt Pokora, sauvé la vie de David Ginola, alors que vous auriez pu profiter du malaise pour aller marquer un but. Non, mais j'y ai pensé après, mais en fait, il était dans mon équipe. Donc mais non, en fait, c'est pas moi qui ai sauvé David. On était une bande de potes à jouer au foot. Tout le monde a eu un réflexe, un moment qui a fait que David est encore là aujourd'hui. Quand ça veut pas sauver, hein. Ouais. Il y a qu'un truc, c'est que Ginola, il trouve plus sa chaîne en or. Vous savez où elle est, non? Ah, faut demander à Alain Roche. C'est Alain Roche qui était parti avec cette affaire. Alors, est-ce qu'au moment de le sauver, sérieusement, vous avez repensé au match France-Bulgarie 93? Est-ce que vous avez hésité? Déjà, je suis fan de foot moi-même. J'ai été footballeur quand j'étais jeune et mon père est ancien pro. Donc j'ai pas du tout la même vision que beaucoup de gens. C'est-à-dire quand c'est pas de la faute de David Ginola, c'est pas parce que le mec fait un centre à la 93e minute que c'est de sa faute. Parce qu'il y a eu 11 joueurs qui se sont fait balader avant de prendre le but. Il y avait Cantona, il y avait Papin, ils étaient tous là, les mecs. Donc voilà, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais considéré que c'était de sa faute. Mais à choisir, Matt Pokora, est-ce que vous auriez pas préféré sauver la vie d'Eric Cantona? Pour la petite histoire, je suis quand même supporter de l'OM et David est quand même une figure du PSG. Vrai. Donc comme quoi le sport peut réunir. Ouais. Voilà. Alors, il y a tellement de filles qui s'évanouissent autour de vous que vous savez faire les massages cardiaques, j'imagine. Non? Ouais, je sais. Alors, Ginola a dit ici, l'album de Matt est le plus beau que j'ai entendu de toute ma vie. Il était déjà pas très bien quand il a dit ça. Déjà, il avait des palpites, il n'était pas dans son assiette. Moi, quand ça vient de Laurent, je prends ça bien. Je sais, c'est que de l'amour. Bien sûr. Alors, le plus dingue, c'est que non seulement vous avez sauvé la vie de David Ginola, mais vous avez ressuscité Claude François. Tout a commencé en 2008. Vous faites une interview sur une radio belge et l'animateur vous fait écouter un extrait d'un entretien avec Claude François Junior qui dit « Matt et papa ne sont pas des chanteurs, ce sont des enchanteurs. » Voilà. Et ça, c'est plutôt bien, Et là, donc, vous commencez à plonger dans la vie de Clo-Clo. Vous découvrez comme lui que vous êtes inspiré par les grands entertainers américains plutôt que par la variété française. Et d'ailleurs, quand vous signez votre contrat avec Universal, avec Pascal Nègre, il dit « On vient de signer le Claude François de la nouvelle génération. » C'est dingue. C'est ça. En fait, ces références, je les comprenais pas tout de suite. Moi, c'est vrai que ma musique était plus urbaine quand j'ai commencé. J'étais plus inspiré par la musique black américaine de mon époque. Et je comprenais pas tout de suite le parallèle. Et à force d'avoir ces références de gens qui étaient dans le métier depuis quand même pas mal de temps et qui connaissaient bien Claude François, son histoire, son projet, sa manière de travailler, à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille me renseigner sur sa carrière, sa manière de travailler, ses influences. Alors vous dites, je me sens successeur de ce qu'il a apporté, ce concept qui englobe la danse, le chant, le visuel, la performance. Il faisait aussi un magazine avec des filles à poil, ça vous a pas inspiré? J'ai hésité. Et coucher avec des fans, non plus? Non, pas les fans, non. Pourquoi pas les fans? Je sais pas, pour moi, je trouve qu'il y a un truc un peu malsain de profiter de... Ouais. Alors, chez Claude François, est-ce que vous préférez le chanteur, le danseur? Ou l'électricien? Voilà. Moi, j'aime les deux. En fait, comme je le dis, quand j'étais gamin, la révélation que j'ai eue, c'était en regardant Michael Jackson chanter, danser. Moi, c'est les deux ensemble qui me plaisent. C'est cet aspect performance et divertissement. Alors, ceci étant, vous dites sur scène, je ne serai pas un clone de Claude François. Et c'est vrai que Claude François, en fait, faisait que des adaptations, pratiquement. Ouais, à part Alexandrie et Magnolia, grands... il n'y a pas une seule chanson vraiment qui soit française. Comme d'habitude, c'est lui quand même. My Way, mais sinon le reste, c'est des chansons de la Tamla Motown, c'est des chansons des Four Seasons d'ailleurs. Ouais. Là, vous êtes retourné aux racines, c'est-à-dire que plutôt que partir de la version de Claude François, par exemple sur cette année-là... Version de Fatback, c'était pour moi plus proche de mes influences en tout cas. Il y avait plus ce groove de musique black américaine dans les versions d'origine.
Et comme les versions de Claude François étaient très marquées de par sa manière de chanter, d'interpréter les chansons, c'était aussi très daté du coup. Et finalement, la Motown, c'est la musique qui a inspiré aussi toute ma génération et tout ce qu'on appelle aujourd'hui la pop urbaine. Bien sûr. J'ai bossé avec Joshua Blair, un réalisateur qui a bossé avec Mark Ronson, non? Mark Ronson, Bruno Mars, Lady Gaga, etc. à Londres. Les cuivres de Jamiroquai, le clavier de Stevie Wonder. Le triangle de Nabila? Pas encore. Alors vous qui vous êtes présent avec Claude François, est-ce que c'est vrai qu'il avait écrit sur le mur de la salle de bain avec du gel douche, EDF m'a tué? Et puis il y a donc sur M6 avec Mike Horn là. On est parti au Sri Lanka, dans la jungle au Sri Lanka. Et voilà, c'était une très très belle expérience. Humaine, parce que c'est un mec quand même qui a une vie assez incroyable. Tu te souviens de Mike Horn? Je l'adore, je suis très fan. Bon, d'accord. Super fan. T'as mangé quoi? En 5 jours, j'ai mangé un petit bout de vipère, un minuscule poisson et des bigorneaux, mais dégueulasse. Il n'y a pas à l'ail et tout, comme les escargots sont préparés dans le restaurant. C'est un bigorneau avec la bave et tout, c'est dégueulasse. Pourquoi vous avez perdu les ongles des pieds? Ils n'avaient rien à bouffer. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est Mike qui m'a bouffé les ongles. Non, en fait, c'est quand tu es dans la jungle, forcément, c'est pas tout plat. Ça monte, ça descend, tu as des chaussures. Et quand tu marches 8-9 heures par jour, tu as les pentes, donc tu as les pieds qui tapent au fond de la chaussure. Et au bout de 5 jours, tu as les ongles. Pour danser, ça va maintenant? Ouais, ça va, je les ai récupérés depuis. Ouais. Ah bon, d'accord. Aux îles Canaries. Alors, vous avez toujours dit que vous n'étiez pas comme tout le monde. On va voir. On va faire une interview. Je ne suis pas comme tout le monde. Ah. Tout le monde vous aime, et vous? C'est un peu difficile quand même. Je suis bien dans mes baskets. Quand tu te caresses, tu t'aimes bien. Ah, ça va. Je m'en sors bien en tout cas. T'as un feeling avec toi. Tout le monde vous a imaginé avec Chaim, et vous? Nous aussi. Tout le monde se demande ce que vous auriez fait sans Dals. Et vous? Ah, je serais peut-être retourné travailler au Quick à Strasbourg, je sais pas. Ouais. Comme quoi, une carrière? Ouais. Peut-être que ça va aider Valérie Damido, on ne sait pas. Hein. Non, c'est que je viens de comprendre. Hashtag DALS. Le vieux vient de comprendre. Tout le monde déteste François Hollande, et vous? Alors, pour la petite anecdote, François Hollande, j'ai fait vous savez, chaque année, il y a le Noël de l'Élysée où on chante pour des gamins, le personnel de l'Élysée, des associations, etc. Je l'ai fait sous Chirac, Sarkozy, sous Hollande. Chirac Sous l'air, Chirac, sous l'air, Sarkozy, sous l'air, Hollande. Je suis allé faire les trois. Le seul qui m'a envoyé une lettre avec du pour me remercier chez moi, lettre du président de la République, François Hollande. Ah. Il a le temps, François Hollande. Tout le monde dit que Marine Le Pen est mieux que son père, et vous? Démerde-toi avec ça. On peut pas laisser Lolo répondre. Démerde-toi. Tout le monde dit que vous êtes sexy, et vous? Si tout le monde le pensait, je pourrais pécho beaucoup plus que ça. Ah. Attends, qui serait d'accord? Les filles, levez la main. Ah, il n'y a que les vieilles du deuxième rang. T'as dû en baiser des moches. Hein. Ouais. Il y a une demande énorme. Hein. Il y a une grosse demande. Tout le monde prend des anxiolytiques, et vous? Non. Non. Non, pas besoin. Prenez quoi, alors? Moi, je prends rien, je dors. Pas de pétard, pas de... Non, j'ai pas besoin de ça. Tu te drogues rien? Non. Tu feras pas carrière, toi? Ah, tout le monde aime bien Michel Drucker, et vous? J'adore Michel. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que Michel, c'est le seul mec à la télé qui passe plus de temps à me parler de mon père en interview que de moi. Ah, ça, c'est... Très bien. Tout le monde pense que fumer, c'est mal, et que la guerre, c'est nul. Et vous? Vous fumez, c'est nul, et la guerre, c'est mal. Très bien. Va pas trop loin, Matt. Tu vas avoir des emmerdes. Dans le show business, tout le monde baise avec tout le monde, et vous? Ouh, j'espère qu'elle s'était bien protégée avant. C'est vrai que t'as déglingué Denis Favre ou... C'est ce qu'on m'a dit, hein? Non? C'est des conneries? Tout le monde pense que le rock est mort, et vous? Le rock est mort? Non, jamais. Non. Jamais. Il y aura toujours des
Des connards pour faire des reprises. Tout le monde dit que la plus belle chose au monde, c'est de faire un enfant, et vous? Je sais pas encore. Hein. Ouais. Vous de me le Vous dire. avez envie d'en faire? Ouais, j'ai envie d'en faire, mais bon, je vais pas le faire tout seul. Je vais pas me grimper. Méfiez-vous quand même, hein, c'est chiant. On en prend pour 25 ans minimum. Ouais, c'est vrai. Oh non, pas que. Tout le monde dit que je suis méchant, et vous? Pas du tout, j'ai jamais eu aucun problème. Eh ben voilà. Je l'adore. Eh ben voilà. J'adore. Eh Par ben contre, Baffy est un connard. Oui, ça c'est vrai. Et vous? Maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017. Et voilà Guillon. Tout bronzé. Ça va, Steph? Ça va, Thierry. Bonne année. Bonne année. Pace, salut. Ton côté corse. Oui. Allez, on y va. On démarre cette nouvelle année par une performance, un tour de force. Philippe Croizon, amputé des 4 membres, participe au Paris-Dakar. Toutes les commandes du véhicule ont été adaptées à son moignon droit. Bravo Philippe et bonne route. On croise les doigts pour vous. Enfin, ouais. Faites gaffe quand même quand il arrive, ne traînez pas aux abords de la piste. En tout cas, le Dakar de Philippe Croizon est un véritable exploit, bien plus impressionnant que son précédent défi. Traverser 5 continents à la nage, sans bras ni jambes. Quand on n'intéresse plus les requins, c'est quand même beaucoup plus facile. Trop moignon. Politique. D'après une information du journal Le Point, François Hollande regrette d'avoir renoncé à briguer un 2e mandat. On le comprend, l'économie redémarre, le chômage baisse, Manuel Valls se ramasse. C'est con. Il peut peut-être rattraper le coup, dire qu'il voulait pas dire ça, sa langue a fourché. Mes chers compatriotes, le jeudi 1er décembre 2016, je vous ai annoncé que je ne briguerai pas un second mandat. Mais depuis, tout va mieux. Le chômage baisse, l'économie redémarre, mais surtout, je n'ai pas dit Jacadi. Et quand on ne dit pas Jacadi, ça ne compte pas. Aujourd'hui, je suis candidat à la présidentielle de 2007. Jacques a dit « je suis candidat ». Et là, ça compte. Vive la France, vive la République, vive Jacadi. Vincent Payon déclare être devenu insomniaque lorsqu'il a appris que François Hollande renonçait à être candidat à la présidence. On imagine la vie de Madame Payon, hein? Ton mec ne dort plus parce qu'il apprend le retrait de Hollande. Au lit, les Payons, ça doit être... Arrête de bouger, Vincent, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas dormir, chérie. J'aimais tellement François, son charisme, son énergie, son pouvoir de décision. C'était comme un doudou, un objet transitionnel. Attends, tout n'est pas fini. Il va peut-être continuer la politique, redevenir maire de Tulle. Tu veux que je te mette des mois président pour t'endormir? Ça te ferait plaisir, mais tu dors, hein? Tu dors. Allez. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemple. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue. Moi, président de la République... Vous, ça vous a pas rendu insomniaque qui se... hein? Dormez comme un bébé. Ça va bien, merci. Vincent Payon compare le sort des musulmans français à celui des juifs sous Vichy. Ça, quand on dort pas, quand on manque de sommeil, ça rend très con. On passe à la primaire de la gauche. Ça vous ennuie qu'on en parle ?
Ouais, je sais, tout le monde s'en fout, mais on est quand même obligé de traiter l'info. On est à moins de 3 semaines. Bon, écoutez, je vous laisse encore 8 jours, mais samedi prochain, on en parle. Si, on en parle. Tu sais, Thierry, en 10 ans de Salut les Terriens, j'ai jamais vu une élection dont tout le monde se branle. Jamais. Jamais. On passe au social. Une caissière travaillant chez Auchan fait une fausse couche sur son lieu de travail. Alors qu'elle avait réclamé une pause pour aller vomir, Fadela a été contrainte de rester à son poste. Évacuée par les pompiers, la jeune femme a reçu un avertissement pour absence injustifiée. C'est curieux de la part de Auchan. Depuis des années, ils font des pubs centrées sur l'humain, le respect de l'autre, avec des super slogans. La vie, la vraie, Auchan. Faut refaire une campagne de pub, plus proche de la réalité. Vous êtes caissière chez Auchan et vous êtes enceinte, c'est tant pis pour vous. Envie de vomir ou de faire pipi, vous devez rester en caisse, garder votre sourire et compter les produits. Et si en fin de journée, vous perdez votre bébé dans une mare de sang, ne quittez pas votre poste, sinon Auchan vous mettra un avertissement et ne paiera pas votre semaine. La mort, la vraie, Auchan. J'ai fait un peu de social pour vous, Benoît. Merci. Ah, je vous en prie, c'est cadeau. C'était léger. Bien que jugée coupable de négligence dans l'affaire Tapie, Christine Lagarde a été dispensée de peine par la Cour de justice de la République. Une condamnation qui ne sera même pas inscrite à son casier judiciaire. Eh bah, il vaut mieux être directrice du FMI que caissière chez Auchan. Elle porte sur quel montant, la négligence de Madame Lagarde? 404 millions d'euros. Ah oui, ça fait un paquet de caddies. Plusieurs supermarchés même. Mais elle a une excuse. Elle avait des nausées, elle a dû quitter son poste pour aller vomir. Rien de tout ça. Allô, c'est juste pour faire plaisir à Tapie. 404 millions d'euros. Non, mais elle a exprimé des regrets lors du verdict. Ah, elle n'est pas venue. Elle avait un avion à prendre pour Washington en première classe. Ah ouais. Ouais. Il vaut mieux être directrice du FMI que caissière chez Auchan. FMI, la vie, la vraie. Santé, Marisol Touraine rend le don d'organes obligatoire. Ah ben non, non. Une des dernières choses qui nous restait. J'ai payé mes impôts, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Ah non, 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 ça aussi, tu nous le donnes. Moins social. Une mauvaise nouvelle pour Thierry Ardisson, l'interdiction totale et définitive de la fessée. Rappelons que la fessée était la dernière chose qui égayait la sexualité de Thierry et d'Audrey. On est de tout cœur avec eux. On termine avec l'imbroglio de la semaine. Alors que Arnaud Montebourg avait annoncé la présence de Guy Bedos à la tête de son comité de soutien, l'humoriste a démenti l'information, puis a accepté la proposition du bout des lèvres au micro d'RTL. Ouais, bon. Parrainer Montebourg, on comprend les hésitations de Bedos. Montebourg, pourquoi pas? C'est pas qu'il me fasse rêver, ce grand dadais, mais quand je vois les autres, Sylvia Pinel, François Rugy, Jean-Luc Benamias, Benoît Hamon, franchement, même pour faire de la figuration dans une réunion Tupperware, je les prendrais pas. Alors Montebourg, pourquoi pas? Faute de grives, on mange des merles. Mais qu'il n'aille pas non plus se vanter partout de m'avoir comme parrain. Hein, j'ai soutenu Mitterrand en 81, c'est pas pour m'afficher 35 ans plus tard avec un mannequin cabine qui pose en marinière et qui travaille chez Habitat. Il y a des limites. Moi aussi, je défends le savoir-faire. Les contrefaçons, les meubles à monter soi-même, très peu pour moi. Sa cuvée du redressement, comme redressement, tu la bois, t'es plié en 4. Montebourg, tu le soutiens, mais en douce, en catimini.
Dans la vie, il y a des filles, tu les baises, mais c'est pas pour autant que tu sors avec elles au restaurant. Voilà, salut, ciao. Salut. Et on passe maintenant à notre terrienne du samedi soir. Marine de Nicolas, bonsoir. À 22 ans, vous étiez une superstar de la chanson en Chine. Vous remplissiez des stades aux quatre coins du pays. Vous étiez adulé par tout un peuple. Et là, 2 ans plus tard, en plein concert, vous vous effondrez, fauché par un cancer des ganglions. En 24 heures, vous passez des suites des palaces aux chambres d'hôpital, des robes de couturier aux blouses stériles, des Sunlight à la chimio. Cette histoire, vous la racontez dans un livre qui s'appelle « Le baiser de l'ouragan », qui est publié aux éditions Ring. Marine, vous êtes née le 15 novembre 1989 à Toulouse. Père réalisateur de documentaires, mère institutrice. Enfant, vous êtes une petite fille rêveuse, biberonnée aux films de Disney et aux chansons de Céline Dion. Adolescente, vous chantez du Céline Dion au karaoké, mais à l'époque, vous ne vous voyez pas chanteuse en fait. C'était un rêve que j'avais, mais c'était chez moi, j'étais très timide, j'avais peur, je rêvais de scène, mais je n'osais pas. Vous avez 17 ans quand vous vous inscrivez en LEA anglais-chinois à l'université du Mirail à Toulouse, et un jour, l'un des profs décide de vous inscrire à un concours régional de mandarin intitulé « Pont vers le chinois ». C'est comme les Miss en fait, les Chinois organisent ce concours dans tous les pays du monde, et ensuite il y a une grande finale en Chine, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement comme le système des Miss, sauf que ça porte sur la langue chinoise en fait. Vous êtes sélectionné pour représenter la France. Vous vous retrouvez à Sansha, au sud de la Chine. Et 1 mois plus tard, vous êtes élue vice-championne du monde de mandarin. Donc. Première mandarine, quoi. C'est bien. Vous êtes vice-championne, vous rentrez en France, vous croyez que l'aventure est terminée. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez été repéré par un agent artistique très important qui vous convainc de retourner en Chine. En fait, j'ai reçu un appel de l'émission, donc Pont vers le chinois, et ils m'ont mis en contact avec ce monsieur que je ne connaissais pas. Et on a longuement discuté au téléphone, il m'a proposé une nouvelle aventure. Arrivé là-bas, vous participez à l'équivalent de la Nouvelle Star, qui s'appelle L'Allée des Étoiles. C'est sur CCTV. Une émission regardée par des centaines de millions de téléspectateurs. Ça laisse rêveur. Les échelles sont différentes en Chine. Nous, on est contents de faire 1,2 million, mais vous, c'est des centaines de millions de téléspectateurs. Quelques semaines plus tard, avec 4 danseuses, vous interprétez un classique de l'opéra chinois. Ouais, un opéra chinois qui s'appelle Sanshen Pao. Ah oui. Ça veut dire on prend les nems et on recommence. Alors, n'étant pas chinoise, évidemment, vous êtes deuxième. Pour des raisons politiques, ils ne peuvent pas faire gagner une Française. Et vous êtes entré dans le cœur de centaines de millions de Chinois. Disons que c'était assez rare pour eux de voir une étrangère, comme ça, une Française, chanter dans leur langue et surtout des choses aussi difficiles que l'opéra de Pékin. Donc je pense que ça a été un petit peu ma différence et ce qui a fait que ça a fonctionné aussi. Et là, ça marche, hein. Vous devenez une princesse Disney tous les jours. Ouais. Vous avez un avion pour sillonner le pays, des coiffeurs, des maquilleurs, des couturiers, des bijoutiers, les plus belles suites dans les palaces, les carrés VIP des nightclubs, les meilleures tables dans les grands restaurants. Et le pays entier scande Momo, Momo. C'est votre nom là-bas, hein? Momo, oui, c'est mon nom chinois. C'est un vrai succès. On regarde à quoi ça ressemble. 我的初心徘徊在眼边际，回首相望，格外痛惜别离。
extraordinaire. C'est extraordinaire parce que non seulement vous parlez le mandarin, mais en plus, vous chantez bien. Vous avez vraiment un don, quoi. Non, je pense pas que ça n'existe pas, les dons, c'est du travail, c'est tout. Là, vous décrochez le premier rôle d'une série télé et surtout, vous intégrez le jury de l'Allée des Étoiles, donc la nouvelle star chinoise, et vous devenez professeur Momo. Ouais, Momo Laroche, oui, c'est comme ça qu'il m'appelait. Ouais. C'est là que j'ai vu que j'avais fait un petit bond dans la société chinoise. Alors, vous avez un gimmick parce que généreux, c'est j'achète, vous, c'est j'adore. Ouais. J'adore. En français. À cette époque, ça va très bien, vous avez un salaire à 6 chiffres, les loges sont de plus en plus vastes, les limousines de plus en plus longues. Le riz de plus en plus gluant. Voilà. Et les fleurs de plus en plus chères. Et quand vous sortez, c'est des kilomètres de tapis rouge, les marées humaines, les escortes de sécurité. C'est une superstar en Chine, quoi. Il faut savoir qu'en Chine, c'est vraiment pas comparé avec la France parce que déjà, c'est un très très grand pays. Il y a énormément de monde et ils évoluent sur plein de niveaux très très rapidement. Ouais. Donc c'est incomparable en fait. C'est un autre monde. Au bout de 2 ans, vous commencez à ressentir, Marine, une immense fatigue. Vous multipliez les infections nasales et oculaires, les sueurs nocturnes, les vomissements. Ouais, j'ai commencé à me sentir faible. J'ai commencé à aller voir des médecins chinois qui me disaient tous la même chose. Vous avez un rythme de vie effréné, vous travaillez énormément, vous êtes tout le temps en mouvement. Donc vous êtes simplement fatigué, reposez-vous. Bientôt, votre voix se met à dérailler, vous êtes obligé de chanter en playback. Et puis un soir, vous entrez sur scène, chancelante. Le rideau s'ouvre. Devant vous, il y a 1 million de Chinois qui hurlent votre nom. 1 million. Dans un théâtre de 80 places. Alors, vous faites vos premières notes, vos premiers pas de danse. Et malgré les sueurs froides, vous essayez de faire bonne figure. Et soudain, tout devient flou. Vous perdez connaissance. Et je m'évanouis sur scène. Vous ne de rien. Non. Ambulance, hôpital. Alors là, à l'hôpital, les médecins vous disent qu'au niveau de votre zongué, les images montrent la présence d'un zongliu. Vous comprenez pas? Non. Ce sont des mots que je n'utilise pas en chinois. Le vocabulaire médical, même en français, je ne le connaissais pas vraiment. Donc en chinois, je comprenais la moitié de ce qu'il me disait. Et là, le médecin vous tend une radio. Malheureusement, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez une énorme tumeur qui part de la gorge jusqu'au milieu de la poitrine. Et vous dites, on ne voyait plus mon cœur, quoi. Non, c'était tout blanc. Ah ouais. Alors, je ne suis pas médecin, je ne connais pas bien les radios, mais la différence entre la partie gauche et la partie droite, c'était vraiment flagrant. Vous avez compris que c'était grave, là? Oui et non, parce que c'est pas possible que ce soit grave. Ouais. Voilà, 24 ans, dans la fleur de l'âge, c'est pas possible. Donc on se dit qu'il y a une erreur, que la machine a bugué, quelque chose comme ça. Le jour même, en tous les cas, vous quittez Pékin sur un claquement de doigts. Vous abandonnez votre boyfriend, vous abandonnez votre carrière, votre appartement, sans réfléchir, quoi. Vous avez un instinct de survie qui vous ramène en France, ce qui est normal. Hein. Ouais, à la maison, chez À la papa et maison. maman. Le lendemain, à Toulouse, vous êtes admise à l'Oncopole. Et là, le diagnostic tombe, lymphome de Hodgkin. C'est-à-dire cancer des ganglions, en fait. Voilà, c'est un cancer qui touche pas mal les jeunes, en fait. C'est rare, mais ça existe. 60 000 cas par an dans le monde. Ouais. La tumeur mesure 10 cm sur 15 cm, ce qui est quand même assez C'est énorme. énorme, c'est énorme. Vous avez une chance sur 2 de vous en sortir, vous dit-on. Ouais. Alors, le premier traumatisme, c'est de vous raser la tête. C'est dur pour une jeune fille. En Ouais. plus, j'avais les cheveux longs, j'aimais beaucoup mes cheveux. C'était dur au début, ouais. Et puis arrive la chimio. Alors, la chimio, c'est terrible, évidemment. C'est vraiment beaucoup de médicaments au quotidien. C'est beaucoup d'effets secondaires. Parce que la chimio a des effets secondaires, donc on prend des médicaments pour contrer ces effets-là, mais ces médicaments-là ont aussi des effets secondaires. Donc en fait, c'est sans fin. Vous souffrez, là. Ouais. Ouais, c'est dur. Ça va durer 8 mois. Malgré tout ça, alors ce qui est bien avec vous, c'est que vous continuez à vouloir profiter de la vie. C'est là où vous êtes exceptionnel. De temps en temps, vous sortez faire la fête avec vos potes, vous vous envoyez des shots de tequila.
Moi, la fête m'a aidée pendant les traitements parce que c'est la nuit, et la nuit, tout le monde se lâche un peu plus, tout le monde est un peu plus ouvert. Et un soir, dans la rue, un bel inconnu vous roule une pelle et vous dites « c'est le baiser le plus délicieux de mon existence ». Ah ouais. Ah ouais? Ben, Il était beau, le mec? Je me souviens pas trop, mais... Il va peut-être se reconnaître d'ailleurs. Hein. Ouais. Salut. Ça, c'était extraordinaire, non? Oui, c'était extraordinaire parce que j'avais une perruque rousse. Et donc ce jeune homme est venu me parler en me draguant et en me disant « Ah, j'adore les rousses ». Je me disais, si tu savais. Et un jour, vous décidez de vous montrer le crâne rasé. Et là, tout le monde vous trouve canon, en fait. Alors là, vous décidez de faire un clip et vous reprenez le tube de Taylor Swift, Shake It Off, et vous le transformez en Shave It Off, c'est-à-dire raser tout. Ce qui est génial, déjà, c'est votre patate. Bon, vous êtes malade, vous faites ça. Et c'est tourné à l'hôpital, vous avez embringué tout le monde. J'imagine que les autorités hospitalières n'étaient pas très contentes. Non, 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 mais bon, après, ils en ont rigolé, donc ça va. Et un jour, les médecins vous annoncent que la tumeur a réduit des 2/3. Voilà. Vous avez gagné. Il ne reste plus qu'à encaisser la radiothérapie après la chimiothérapie. Ça fait beaucoup moins mal, quand même. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en rémission depuis 2 ans. Il faut encore attendre 3 ans pour être sûr de la guérison. Ouais, la médecine dit en fait qu'au bout de 5 ans de rémission, on est considéré guéri. Et chaque mois, chaque année, c'est déjà une victoire et ça rapproche de la guérison. Ouais, une vraie leçon. En tous les cas, le livre est vachement bien. Ça donne vraiment la patate. Ça s'appelle Le baiser de l'ouragan. Et c'est publié chez Ring. Voilà, c'était le meilleur moment de Salut les Terriens, saison 11. Bon summer, les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.